Sélectionneur des arbitres pour les championnats du monde à Turiarco en 2014. Je ne savais pas que j'étais sur la sellette, mais me voulait déjà en tant qu'arbitre sur les championnats du monde. Donc je savais avant ma sélection ou non que si j'avais pas ma place en équipe de France, j'avais ma place chez les arbitres pour le championnat du monde à Turiarco. Et j'ai toujours autant aimé jouer qu'arbitrer. Il y a des choses qu'on pense rêver et qu'on se dit bah, jamais, c'est qu'un rêve en fait, j'arriverai jamais à atteindre. Et c'est pas vrai. Des petits exemples, mais j'aurais pu prétendre au JO. Je fais pas de la course en ligne. Mais parce que je suis dans le top 3 mondial kayak polo, irréalisable. Aller à l'ICF, maintenant j'aurais jamais pu penser. J'ai toujours dit que je parlais l'anglais comme une vache espagnole, alors ils rigolent bien parce qu'ils comprennent tous. Bienvenue dans cet épisode du podcast, où l'on part à la rencontre d'une figure incontournable du kayak polo, Virginie Braquet. Ancienne athlète de haut niveau et aujourd'hui coprésidente de la Commission nationale d'activité kayak polo, Virginie nous partage son parcours hors du commun. Un parcours riche en expérience, entre sport de haut niveau, arbitrage et surtout, une réflexion profonde sur l'importance du mental. On commencera par ses débuts, ses premiers coups de pagaie en kayak, puis sa découverte du kayak polo. Elle nous racontera sa longue et belle aventure en équipe de France, où elle a porté le maillot bleu pendant 16 ans, au poste de gardienne. Son palmarès parle de lui-même. Championne d'Europe en 99 et finaliste à de nombreuses reprises dans les plus grands championnats mondiaux et européens. Et puis, il y a les anecdotes qui marquent une carrière. Comme en 2002, où elle se voit interdite de jouer à seulement une semaine des championnats du monde. Ou encore, en 2014, quand elle reçoit un message de reconnaissance de Virginia Cole, dit Ginny, considérée à l'époque comme la meilleure joueuse au monde. On parlera aussi de mental, un sujet clé dans son parcours, avant de plonger dans un autre aspect passionnant de sa carrière, l'arbitrage. Figurez-vous que Virginie a commencé à arbitrer à 16 ans. Depuis, elle a gravi tous les échelons pour atteindre aujourd'hui le top 3 des arbitres internationaux en kayak polo. Rien que ça. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer dans l'univers inspirant de Virginie Braquet. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi. Du coup, je répète un petit peu ce que je t'ai dit tout de suite. On va voir en premier temps un peu ton parcours, comment t'es tombé dans cette activité, où tu as commencé kayak polo, ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. L'intention derrière, c'est de parler de ton parcours. Je crois que tu as eu un parcours d'athlète de haut niveau en équipe de France, avec un poste particulier, en tout cas stratégique. Derrière, ton investissement auprès du corps arbitral et aussi aujourd'hui de la CNA, en tant que coprésidente. Vas-y. Et pas vice-présidente. Et pas vice-présidente. T'as vu, je dis coprésidente. Alors, dis-moi tout. Qui est Virginie? Qui est Virginie? Donc, Virginie Braquet. J'ai commencé le canoë-kayak, j'avais 7 ans. J'avais 9 ans, pardon. Donc, quand j'ai commencé en 97, 97, j'ai commencé le kayak polo. Et j'ai commencé en 91 le canoë-kayak. Donc, au départ, j'étais multidiscipline. Okay. Et après, je me suis spécialisée en 97 où il y avait une équipe. Donc, j'étais au club de Montigny-en-Goël au départ. Où il y avait une équipe cadette, donc c'est les cadets garçons où il leur manquait un joueur ou une joueuse, et il leur manquait le poste de gardien. Donc j'ai intégré directement l'équipe cadette de Montigny, où j'ai fait du coup 2 ans en tant que gardienne. Et à l'issue, du coup en 99, où je passais senior, j'ai intégré le club de Saint-Omer, qui était le plus gros club français féminin, et où dès la première année, je suis rentrée en équipe de France à l'âge de 16 ans. Okay. En tant que gardienne? En tant que gardienne. Et c'est déjà un poste avant que tu intègres cette équipe cadette mixte, du coup? C'était un poste qui t'attirait ou pas du tout? Tu es tombée par hasard en tant que gardienne? Avant 97, je faisais toutes les disciplines, donc vraiment pas spécialisée kayak polo. Je faisais beaucoup de rivières, notamment dans les Hautes-Alpes par exemple. Ouais. Et après, en 97, non, après
club, notre tout petit club, parce qu'il n'y a jamais dépassé plus de 25 adhérents, Ouais. mais c'était plus spécialisé kayak polo, donc je me suis plus Orienté. orientée. En plus, le petit groupe avec qui j'étais, les garçons, ils étaient super contents que je sois gardienne pour eux. Ouais. Donc j'ai continué. Et puis, voilà. Ok. Et donc après, parcours direct en senior avec l'équipe Alors de après, j'ai Saint-Omer. fait de 99 à 2017, j'ai été licenciée au club de Saint-Omer, où j'ai fait 15 ans en équipe de France, donc jusque 2014. 15 ans au poste de gardienne, j'ai jamais bougé du poste. Et jusque la transition 2013-2014, où finalement j'étais en sélection en 2014, mais pas prise. Ouais. Du coup, le sélectionneur des arbitres pour les championnats du monde à Thury-Harcourt en 2014 ne savait pas que j'étais sur la sellette, mais me voulait déjà en tant qu'arbitre sur les championnats du monde. Donc je savais avant ma sélection ou non que si j'avais pas ma place en équipe de France, j'avais ma place chez les arbitres pour le championnat du monde à Thury-Harcourt. Ok. Donc en fait, j'ai pas perdu de temps entre ma sélection en tant que sportif de haut niveau en 2013 et mon statut d'arbitre de haut niveau en 2014. Ok. On va revenir juste tout à l'heure sur le côté arbitrage, Ouais. mais j'aimerais te poser quelques questions sur ton parcours d'athlète. Donc il y a déjà nous dire un petit peu ce que tu as eu comme titre ou comme médaille ou comme classe en U21. Je suppose que tu avais fait ça, U21. Alors j'ai commencé en 99 en U21 où la catégorie elle n'était pas encore officielle. Ok. Mais par contre on est championne du monde en 99. Où j'étais gardienne. Après, donc il n'y avait pas de championne, non, où on était championne d'Europe en 99. En 2000, pour mon bac, mes parents m'ont payé le déplacement avec les seniors au Brésil. Ok. Pourquoi ils ont payé le déplacement? Parce qu'en fait, j'étais pas senior et que j'avais à peine 17 ans. Okay. Et que, en fait, comme j'étais à fond déjà dans le kayak polo et c'était ma deuxième année d'équipe de France, mais moins de 21, et il n'y avait pas de championnat du monde moins de 21 ans, okay. Ils m'ont payé le déplacement pour aller voir les seniors au Brésil. Donc j'étais au Brésil, trop bien. Dans les bagages des seniors, mais juste pour aller voir les seniors. Ouais. Donc en 2000, j'étais au Brésil. Et du coup, après, j'ai fait 2021, où on était vice-championne d'Europe aussi en moins de 21. Et malheureusement, en 2002, j'étais capitaine et j'étais gardienne, mais une semaine avant les championnats du monde, on m'a interdit de jouer. Ah bon? Ouais, c'était le petit truc que personne ne sait. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai un lourd dossier médical qui a été diagnostiqué en 2021, juste au championnat d'Europe. En 2001, tu veux dire? En 2001, pardon. Ouais. En 2001. Et du coup, c'était entre 2001, les championnats d'Europe en septembre, où ils pensaient que c'était des tendinites, et l'arrivée au championnat du monde, le traitement, il n'était toujours pas fixe. Okay. Et en fait, j'avais beaucoup de traitements sous cortisone, même si mon corps, il ne réagissait pas. Et en fait, ils ont considéré, ils n'ont pas pris le risque au sein de la Fédé, ils ont dit non, on ne préfère pas, si elle est contrôlée, peut-être elle serait positive. Alors que j'avais fait tous les dossiers d'AUT et tout était en règle, mais ils n'ont pas pris le risque. Voilà. Enfin, un risque Donc j'étais au championnat du monde, parce qu'on était déjà arrivés, et ils m'ont interdit de jouer du coup. Enfin, le DTN m'a interdit de jouer. Okay. Bon. Donc 2002, et après je suis passée en senior. Ok. Bon, ça doit être une période pas simple, je pense, à ce moment-là, d'apprendre que tu peux pas jouer. Et du coup, après senior, tu as fait combien d'années, rappelle-moi, senior? Alors, senior, du coup, comme j'étais toujours en traitement, qu'ils ne voulaient pas prendre les risques, je suis rentrée réellement en senior en 2005. Ok. Jusque non-stop 2014. Ok, très bien. Et tu dis que tu as fait un peu multidiscipline, alors là, c'est plutôt ma casquette de CT, dans le côté où moi je crois vraiment à cette éducation française sur la notion de polyvalence. Ouais. Alors, on a toujours un petit débat aujourd'hui, mais avant on a une polyvalence un peu imposée de compétition, où pour participer à un championnat de France, on devait faire 2 championnats de France pour être classé. Maintenant j'appelle ça plutôt de la polyvalence d'entraînement. Et est-ce que tu penses que ce parcours que tu as eu quand tu étais plus jeune, avant d'intégrer, ça t'a apporté des choses en fait, j'ai vraiment touché à toutes les disciplines à part la course en ligne. Ouais. Mais j'étais beaucoup dans le slalom, beaucoup d'eau vive. Ouais. Et du coup, et en école de pagaie, en fait, les mercredis, nous, dans les Hauts-de-France, ce qu'il y avait avant et qui n'a plus maintenant et qu'on regrette tous, en fait, c'était des regroupements avec tous les clubs et on faisait toutes les disciplines. Tous les mercredis?
En fait, c'était 5 mercredis de mars à juin, avec l'ensemble des clubs des Hauts-de-France. On se regroupait les mercredis. Et en fait, il y avait une partie kayak polo, une partie course en ligne, une partie eau vive et une partie mer. Ok. Et en fait, on faisait vraiment les 4 disciplines sur 4 à 5 mercredis. Et en fait, tous les gens qui sont passés par là, par exemple Mathieu Goubel qui a été médaillé au JO, enfin sur les JO et en course en ligne, Oui. il est passé par là. Maxime Beaumont, c'est pareil, on est de la même génération, on est tous passés par là. Et en fait, c'est de la génération qui ont touché à tout. Ils ont déjà fait aussi du kayak polo. Ouais. Donc, Ok. Donc plutôt un avis positif sur cette notion de polyvalence, Polyvalence, ouais. au départ, quoi. Mm. Et pour revenir sur ton poste de gardienne durant ces années-là, est-ce qu'il y avait des exercices particuliers que tu faisais ou comment ça se passait les entraînements gardiens pour toi? alors Enfin, moi, gardienne. la problématique, c'est que j'ai toujours vécu près de Montigny-en-Goël, donc à 1 heure de Saint-Omer. Ouais. Donc à la base, quand j'étais en moins de 21, mes parents faisaient les allers-retours tout le temps que j'avais pas le permis. Oui. Donc je faisais beaucoup de collectifs, enfin que les collectifs sur Saint-Omer. Et donc c'était que du collectif spécifique avec les garçons. Donc je jouais énormément avec les garçons, mais pas. Enfin, si, à la base il y avait un entraîneur spécifique, donc il y avait quand même des exercices type gardien, Ok. mais qui faisait travailler autant les attaquants que les gardiens finalement. C'est un miroir, quoi. Ouais. Et voilà, en fait, j'ai toujours fait tout ce qui est collectif sur Saint-Omer, donc ça m'a beaucoup aidé. Puisqu'à la base, il y avait un entraîneur à la base qui nous suivait. Et est-ce qu'il y a avant de passer sur la deuxième casquette, est-ce qu'il y a un fait, une anecdote qui t'a marqué durant ta carrière de sportif de haut niveau? Quelque chose un souvenir positif ou autre, enfin, au-delà du côté. Il y en a beaucoup, eu, entre les positifs et négatifs. Ce qui m'a fait énormément plaisir, ouais. c'est en 2014, j'ai reçu un mail de Ginny Cole, Ouais. donc la meilleure joueuse au monde, qui joue encore actuellement et qui a 10 ans plus que moi, et elle continue de jouer, et qui était l'une des meilleures, qui était la meilleure joueuse au monde et qui jouait chez les garçons, qui avait le même niveau en N1, je pense, que la plupart des garçons. Et qui m'a envoyé un mail personnel. Pourtant, elle est hyper réservée. Je pense que c'est le côté Virginie à la base, parce que Ginny, c'est quand même Virginie, qui m'a envoyé un mail en disant qu'elle n'avait jamais vu une gardienne aussi forte et qu'elle allait regretter de ne plus jouer contre moi. Ah, c'est vrai? Ah, c'est trop bien. Ouais, et je l'ai gardé et je l'ai toujours en fait. Et c'était il y a 11 ans et je l'ai sorti, je l'ai gardé, j'ai dit waouh, jamais j'aurais pu penser. Et tu avais Voilà. une relation particulière avec Pas cette femme? en fait, elle est hyper réservée. Donc si, on a toujours eu ce respect en fait mutuel. Il n'y a jamais eu de conflit. Moi, j'ai jamais eu de conflit avec qui que ce soit. Donc, on a plus ou moins tous on était plus ou moins tous de la même génération au niveau de l'Angleterre et les Françaises. Ouais. Mais on faisait pas de soirée ensemble, rien quoi. Enfin, vraiment, c'était vraiment le respect de l'adversaire en fait. Et quand j'ai reçu son mail, j'étais trop contente. Enfin, c'était une des anecdotes, mais c'est une belle anecdote. Ouais. Et je trouve que c'est important. Et ça résonne un peu en moi. Alors moi, j'ai pas reçu le mail, mais pardon. Et à l'inverse, elle m'a dit, parce que à ce moment-là, je jouais encore. Ouais. Bah, du coup, je vais être bien contente quand c'est toi qui vas m'arbitrer en fait. Et voilà, c'est. Ouais. Et c'est une notion de respect mutuel sans créer forcément de relation plus qu'amicale, enfin amicale, pardon. Ouais. Bah, c'est le respect du joueur en fait. Ouais, c'est ça. Et du niveau du joueur. Ouais. Et c'est ça dans les sports co, je trouve ça assez puissant, notamment à l'image du rugby où on est un sport de contact, on se fout un peu on se fout un peu dessus quoi. Et en même temps, derrière, on a du respect pour l'investissement, pour les duels qu'on a pu avoir. Ouais. Et cette notion de respect, parce peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, Ouais. mais je trouve que c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Et après, tu me demandais par rapport au podium, du coup, j'ai dit les podiums moins de 21. Ouais. Mais en gros, de 2005 à 2013, on a fait tous les podiums championnat du monde, championnat d'Europe, soit deuxième, soit troisième. Oui. Donc, j'ai jamais fait championne du monde. Ouais. J'ai fait championne d'Europe, du coup, en 99, une seule fois, ouais. où c'était non officiel. Et en 2013, on a fait les World Games où on est troisième. Donc, on a les médailles de bronze. Mais sur le championnat d'Europe, derrière, on s'est écroulé et du coup, on arrive quatrième. C'est le seul podium que j'ai pas eu en championnat d'Europe, championnat du monde. Ouais, c'est énorme parce que moi, j'ai regardé un peu je me suis amusé pour tous les collectifs, U21 dames, hommes et senior dames et hommes, à regarder la cinétique des médailles. Et vous avez
eu tôt des résultats. Et par contre, il y a eu quelque chose qui n'a pas réussi à passer le cap. Est-ce que toi, tu as une opinion? Analyser Ouais, je sais pas, un peu maintenant avec du recul et tout le ce que tu as mental. vécu. Le mental, Mais je le disais tout le temps. Après, je m'incluais dedans. Mais à l'inverse, je pense qu'il manquait beaucoup de mental. Et dans ce Parce que mental, le physique, on l'avait en fait. ouais, Exemple, à Milan, en 2010, si en fait, on doit battre la Nouvelle-Zélande sur un match coup près, le dernier match, qu'on venait de perdre 4 ou 5-0. Alors toutes les filles, la tête dans le cul, ouais. pour parler Oui, vulgairement, oui, tout le non. monde a compris, Ouais, qu'on n'allait jamais réussir à mettre, on devait mettre 7 buts. ok. Ben, on les a mis en fait. On Ouais. a réussi à les mettre parce qu'à un moment donné, il fallait lever la tête et qu'on a foutu un coup de pied dans certaines. Ok. Et Mais du puis, coup, ça, c'est une force de caractère. Bah, vous avez réussi. bah en fait, là on a réussi, mais c'était par vague en fait. Ouais. Et comme on n'était pas constante, bah, on pouvait gagner un super match et on se retrouvait en finale et ce match-là, bah, il n'y avait plus de, Ouais. il y avait plus. Il y avait C'était plus pas constant. l'énergie, quoi. Ouais. Ok. Donc dans le genre de mental, c'est la notion de sur les matchs à coup près, de toutes s'activer ensemble, quoi. Ou c'est quelque chose Bah, de. par exemple, j'ai souvent entendu bah, les Allemands, on les battra jamais. Ouais. Ah si, en fait, on les a déjà battus, donc je vois pas pourquoi on battrait pas cette équipe. Parce qu'elle Ouais. s'appelle l'Allemagne. Ouais. Ça, je vois bien. Hop. Bon, t'inquiète pas, il y a des filets, hein, tu sais bien. Donc je sais que c'est un peu surprenant, c'est les aléas du direct. On voulait être là pour être tranquille, mais finalement, on est moins tranquille. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Et pour revenir sur cette notion de mental et aussi de mettre les adversaires sur un piédestal, hein, de dire ils sont intouchables. On parlait des Allemands, après, je sais pas, ça peut être n'importe quelle équipe, hein. Et, je trouve que c'est un trait de caractère qu'on a un peu la France sur cet aspect mental. Et pourtant, comme tu dis, on a plein d'actions de référence. Et c'est peut-être lié à notre culture ou notre éducation sur le fait de toujours voir les points améliorés. Peut-être, je sais pas ce que tu en penses, toi tes coachs, comment ils apportaient ça, enfin ils abordaient ce côté mental. Est-ce qu'ils l'abordaient déjà? Parce que c'est peut-être ils faisaient avec les armes du moment aussi, hein. Ouais, je pense. Je sais C'était pas. pas encore. C'était il y a encore 11 ans, enfin, je Ah dirais ouais, même 12. C'était pas. Enfin, oui, on savait que ça pêchait, mais ouais, on nous a mis un peu de sophro à un moment donné, qui n'a pas forcément marché. oui. Mais est-ce qu'il y avait des bonnes bases? Je sais pas si c'était vraiment développé à ce moment-là. Bah, de façon générale, la prépa mentale en France, ça a été longtemps un peu pas développé, quoi. Donc Ouais. c'est très récent qu'on s'occupe vraiment de ça. Mm. Au même titre que la prépa physique il y a encore plus longtemps. On a passé des caps un peu là-dessus sur si je regarde du kayak, hein, Mm. Laurent Brossaille nous a quand même apporté cette dynamique culture physique. Et là, plutôt le manager Antoine Ducouret qui s'est accompagné de Pierre Deveau sur cette partie mentale. Donc il y a beaucoup de cadres qui ont été sensibilisés là-dessus. Et je pense qu'effectivement, on fait avec nos armes du moment. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui, je sais pas si tu me regardes par rapport à ça, mais on se structure un petit peu mieux sur cette partie-là. Ouais, ouais. Bah, il y a de plus en plus de personnes extérieures hors coaching finalement. Mmh. Oui. Rien que les kinés au bord de l'eau. Ça, il n'y avait pas à ton époque, tout Non. ça? Enfin, il y avait un kiné pour 4 collectifs ou 5 collectifs. Ouais. Quoi. Enfin, pour 40, quoi. Ouais. Donc, voilà. On prenait un ticket d'une compète à l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir du coup, bah, si je comprends bien, la 2014, ça a été une charnière pour toi Ouais. sur une deuxième carrière qui est l'arbitrage. Mais comment t'es arrivé à l'arbitrage? Depuis quand t'arbitres? Alors, j'arbitre depuis l'âge de 16 ans. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez les garçons, du coup chez Cadet, juste après, j'ai intégré Saint-Omer donc à l'âge de 16 ans et j'ai passé le régional donc à 16 ans. Parce que Saint-Omer, elles arbitraient déjà toutes, mais du coup elles m'ont mis le pied à l'étrier pour que ce soit homogène dans l'équipe. À 18, bah, comme ça, j'aimais bien en fait arbitrer en régional, je me suis dit pourquoi pas le national. Donc j'ai continué. Et bah, ce qui était bien avec Saint-Omer, c'est qu'en fait, en étant au plus haut niveau français, parce que j'ai quand même gagné plus de 10 titres de championne de France avec Saint-Omer et Coupe de France,
C'est aussi qu'on côtoyait, vu qu'on est proche de tous les tournois internationaux. Donc on allait régulièrement en Belgique, en Allemagne, et voilà. Et du coup, j'arbitrais déjà pas mal à l'étranger, sans forcément avoir l'arbitrage international. Sauf que j'étais de plus en plus connue et que j'arbitrais de plus en plus et que j'étais de plus en plus vue, même chez les garçons. Et par exemple, par exemple, sur les Coupes d'Europe des clubs, j'arbitrais déjà les garçons. Donc on a fait 2001, 2002, 2003, la Coupe d'Europe des clubs qu'on gagne. J'arbitrais déjà chez les garçons et que ça ne dérangeait pas. Enfin, j'avais aucun. Je me souviens qu'au tournoi d'Essonne, on vient me chercher sur le camping en me disant mais c'est toi sur la finale des garçons? Je dis bah non, on est en train de partir avec Saint-Omer. Si c'est toi. Et il faut arbitrer qui? Bah Deventer Essen, à Essen. Ouais. Bah non, et j'arbitre avec qui? Bah il n'y a pas grand monde à côté, on me dit, en face. Ah bah ok, bon bah je vais devoir y aller quoi. Et c'était avant que je sois arbitre inter, officiel. Okay. Donc, et en fait, ça s'était super bien passé parce que les gars de Deventer, ils me connaissaient déjà, ils savaient que je savais arbitrer et Essen, c'était pareil. Donc, bah, voilà, finalement, j'ai passé quand même l'Inter alors que j'étais encore joueuse. Okay. J'ai profité de la. Parce qu'en fait, sur les EK Cup, à cette époque-là, on pouvait arbitrer. Quand on était joueuse, on pouvait encore arbitrer. Ouais. Donc, et c'est à ce moment-là où j'ai passé à l'international. Est-ce que tu veux juste nous expliquer c'est quoi une EK Cup pour ceux ou celles qui ne connaissent pas? Alors, une EK Cup, c'est une Coupe d'Europe des Nations qui se déroule sur un week-end. Et donc, il y a plusieurs manches, soit il y a 2 ou 3 manches, ça dépend des clubs organisateurs. Et à l'issue des 3 manches, il y a un résultat global des 3 manches qui identifie le pays qui a gagné le plus de points sur les 3 manches. On peut dire que c'est un tournoi international réservé que pour les équipes nationales. C'est ça. Si je résume. Ouais. Ok. Cool. Excuse-moi, je t'ai En coupé. plus des championnats d'Europe. En plus des championnats d'Europe. Ouais. Et je vais revenir juste. Tu as dit, j'aimais bien arbitrer. Enfin, du coup, je pense que tu aimes toujours. J'aime toujours. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette fonction? En fait, pour moi, il n'y a pas de match sans arbitre. Ouais. En fait, on parle pas souvent de nous, à part en négatif, quand on parle de nous, mais que s'il n'y a pas d'arbitre au bord du terrain, il n'y a pas de match. Ouais. Donc, et j'ai toujours eu cette. Ça m'a jamais été imposé. Et j'ai toujours autant aimé jouer qu'arbitrer. Donc finalement, quand j'ai changé de statut, là, on me demande toujours mais tu t'entraînes plus? En fait, non, je fais que de l'arbitrage, mais en fait, ça m'occupe. J'ai autant de week-ends et de compètes. C'est exactement les mêmes compétitions qu'avant quand j'étais athlète, exactement, voire plus. Et effectivement, j'ai pas mes entraînements en semaine. Sauf que j'ai tellement de l'administratif à côté que ça me comble tous les entraînements que j'ai pas. Et voilà quoi. Donc, en parlant d'entraînement, parce que c'était ma question, c'est est-ce qu'on s'entraîne en tant qu'arbitre? Alors moi, parce qu'en fait, on m'a déjà posé cette question-là, notamment due à ma présence sur les JO l'année dernière. Oui. Moi, en fait, j'ai 3 périodes dans la saison. C'est avant le championnat, pendant le championnat, après le championnat. Enfin, entre les matchs. Okay. Avant le championnat, en fait, je me refais même si je le connais par cœur en long, en large, en travers, je me refais tout le règlement. National, international. Okay. Je revois tous les points. Je revois tous les interprétations de certaines règles qui ne sont pas écrites dans le règlement parce qu'on les voit que dans des situations particulières sur le terrain. Quand je commence le championnat, en fait, pendant un week-end, j'enchaîne les matchs, mais d'un match à l'autre, je fais abstraction du match d'avant. En fait, j'ai pas le temps de me focaliser sur le match d'avant. Par contre, à l'issue de chaque week-end, c'est feedback positif, négatif. Mais chaque week-end, je vais en division 2, division 1, enfin peu importe la division, internationale ou autre. À l'issue du week-end, je me fais feedback. Donc retour positif, négatif. Négatif, c'est par exemple des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée et que sur l'instant, j'ai peut-être pas trouvé la meilleure des réponses ou que on m'a fait comprendre que c'était pas la bonne réponse en fait. Mais que comme c'est une situation que j'avais pas été confrontée, dans l'instant, j'avais mal réagi et qu'en fait, faut que je trouve une solution pour la prochaine fois. Et donc, en fait, c'est mes retours négatifs qui font que je m'améliore pour la fois prochaine si cette situation-là, elle se reproduirait.
et qui en fait j'emmagasine un maximum de situations et d'expérience du coup pour pouvoir. C'est ça qui fait que je continue à progresser et quels que soient les niveaux. C'est pour ça que je me déplace partout parce que c'est pas en arbitrant que un certain pays ou que une certaine division. Parce que au championnat du monde, là effectivement au World Games où je vais dans un mois, je vais avoir que du gros niveau, filles et garçons. Sauf que si on va au championnat d'Europe au mois de septembre, championnat d'Europe c'est quand même tout niveau, des niveaux différents, des moins de 21 aux seniors. Donc voilà, et c'est tout niveau, et donc il faut s'adapter, et tout niveau n'est pas le même type d'arbitrage. Même si, moi, ma façon d'arbitrer, elle est exactement la même chose, mais ce n'est pas les mêmes types de fautes, je veux dire. C'est le même type d'arbitrage, mais pas les mêmes types de fautes. Et il faut s'adapter. Ok. Et donc, de ce que je comprends, tu as quand même une rigueur comme tu étais athlète. Exactement la même rigueur. Et il y a 3 périodes. Il y a l'avant la saison, Ouais. où on développe des compétences techniques. Donc là, c'est le règlement. Tu le lis, tu te dis, allez, tiens, cette interprétation-là. Durant les matchs, comme en tant qu'athlète, oui, on fait un mauvais match ou un bon match. Il faut réussir à se remettre dans l'énergie qui va nous permettre d'être performant sur le suivant. Et à la fin, on fait un petit bilan. Et ça, tu le fais de façon, c'est ta propre initiative. Ouais. Et j'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que tu as des outils qui te permettent de, toi, continuer à progresser? Donc, est-ce que ta petite méthodologie, peut-être que tu écris des choses? J'écris énormément. Ouais. Et j'ai toujours écrit, en fait, mon calendrier, tout. En fait, j'ai écrit tout. Okay. Pour déjà me vider la tête et être concentré sur ce que je fais, en fait. Donc, j'écris beaucoup. Et je me focalise sur mes points négatifs à améliorer pour toujours progresser, en fait. Okay. Et si je trouve pas les solutions, je vais essayer si je les trouve pas par moi-même, d'échanger beaucoup avec d'autres arbitres, mais de haut niveau, pour avoir le retour qu'ils peuvent avoir. Et des fois, on n'est pas du tout d'accord. Et voilà, j'essaye de voir comment nous, on l'interprète en France et comment ça a été interprété dans différents pays pour pouvoir avoir la même logique, en fait. Et l'analyse vidéo? Moi, je suis entraîneur, tu vois, je regarde pas mal de vidéos. Moi, j'aime pas du tout. Et toi, t'aimes pas? En fait, la vidéo pour les arbitres, ça dépend vraiment de l'angle de vue. Ouais. Là, celui qui était dans l'instant, qui est en train d'arbitrer, il n'a pas forcément vu absolument, il n'avait pas du tout le même angle que la vidéo. Tout à fait. Et donc, à la vidéo, oui, tu vas voir qu'il y a un penalty que tu mets à 100%, voire 200%. Et dans l'angle de l'autre arbitre, non, en fait, tu vois pas du tout la faute. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un peu, ça se fait dans d'autres sports, alors pas pour l'arbitrage, mais des GoPro, des trucs comme ça, où on aurait une GoPro en tant qu'arbitre directement, et du coup ça suit, alors c'est dur, c'est ton regard, alors peut-être que ça serait pas très stylé sur la tête, mais ça on n'en a jamais parlé, mais pourquoi pas finalement. J'y pense comme on échange, hein, mais c'est vrai que parce qu'effectivement ce que tu dis, la perspective, et c'est ça qui est un peu frustrant en tant que joueur, ou même en tant que spectateur, ou quand j'écoute encore tout à l'heure, oui, on n'a pas la même perspective, on n'a pas le même regard, et on voit des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Et ce qui est important, par contre, c'est vous, la prise d'info comme un joueur ou une joueuse, comment on la développe, comment on capitalise là-dessus, quoi. Donc sur l'analyse vidéo, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, cet angle de vue qui est, en fait, qui n'est pas le vôtre. Ouais, et moi, il y a énormément, en fait, on a un forum avec les arbitres inter. Et du coup, quand il y a des vidéos qui tournent parce que les gens demandent, je réponds pas. Et ils savent très bien. Et la plupart, par exemple, Steve Watt, il répond pas non plus. Il répond que sur moi, je pense que dans cet angle de vue-là, point. Mais il va pas rentrer dans le débat parce que. Ouais, je crois que c'est intéressant de rappeler ça, cette notion de perspective et de vision. Je l'avais pas en tête, j'en parle à mes joueurs de ça aussi. Excuse-moi, je regarde un peu mes notes, mais il y a un truc que je voulais. Ah oui, voilà, deuxième point, par rapport toujours sur le côté, j'ai bien compris et je trouve ça vraiment chouette, le côté où tu te dis, je veux continuer à progresser. En plus, toi, tu as un statut de haut niveau en tant qu'arbitre. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres nations, mais c'est au même titre qu'un athlète de haut niveau. Tu es reconnu par le ministère et ça peut peut-être amener des aménagements d'emploi du temps. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Alors,
on est reconnu au niveau du ministère comme athlète de haut niveau, mais la différence, c'est que pour un arbitre, c'est à la bonne volonté du chef d'établissement. Ok. Il n'est pas obligé de te détacher et ça dépend s'il veut te détacher à 50%, 80%, bref. Ok. Déjà, moi, quand j'ai passé le concours, alors je suis surveillant pénitentiaire, donc au ministère de la Justice. Donc quand j'ai passé le concours, j'étais encore athlète de haut niveau. Oui. Donc je l'ai passé en tant que sportif de haut niveau. Par rapport à d'autres, par exemple comme prof de PS, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai passé le concours normalement. J'ai été 1 an à l'école à l'ENAP à Agen, où je m'entraînais avec les gars d'Agen d'ailleurs. Et donc j'ai passé la scolarité normale. C'est juste que en mutation en sortie d'école, c'est un rattachement au plus près du domicile sur un poste qui n'est pas ouvert. Ok. Donc ouvert aux sportifs de haut niveau. Ils Donc, créent un poste, quoi. ils ont créé un poste dans un établissement ouvert en plus, on va dire, sur l'établissement. Donc c'est l'avantage que j'ai eu, c'est de revenir au plus près parce que comme les professeurs, normalement, c'est 10 ans à Paris. Oui. Nous. Donc je suis revenue rapidement dans le Nord. Et après, les aménagements, c'est que j'ai jamais voulu imposer. Alors j'étais à la jonction parce que je suis arrivée en 2012. Donc c'était quasiment la fin Oui. d'être athlète et Oui, ta petite transition. voilà, dans ma transition. Mais j'avais encore les World Games en 2013 par exemple où j'étais déjà surveillante et déjà affectée dans le Nord. Donc j'avais, en fait, je donne mon calendrier à l'année. Ouais. Et il me détache sur tout, mon calendrier sportif. Donc je donnais pas mes entraînements parce qu'en fait, comme c'est des cycles non réguliers sur la semaine, donc j'avais des fois 2 jours de repos en semaine complet. Donc je pouvais facilement continuer à m'entraîner en semaine. Oui. Mais par contre, il me détachait sur tout mon calendrier sportif à l'année. Quand tu étais athlète de haut niveau. Quand j'étais athlète de haut niveau, quand je suis passée arbitre de haut niveau, en fait, on m'a dit que comme je suis arrivée en tant qu'athlète, tout le temps que ma carrière continuait, même en tant qu'arbitre, ça serait les mêmes dispositifs, le même dispositif. Et du coup, tous les ans, je donne mon calendrier sportif et je suis détachée sur les compétitions. Ok. Voilà. C'est cool. Et bah, en fait, sinon, concrètement, ma carrière serait terminée parce que je travaille normalement un week-end sur 2. Oui. Sachant que mon week-end, je le termine le samedi matin. Enfin, je travaille dans la nuit de vendredi à samedi, si j'ai mon week-end. Donc, en gros, tous les déplacements nationaux, je ne pourrais pas les faire. Ok. Donc, le fil de ma pensée, c'était pas du tout les aménagements. C'était plutôt de dire que tu respectes, alors c'est ma vision, hein, ça n'engage que moi, tu respectes ce statut de haut niveau par ton professionnalisme. Du coup, l'analyse vidéo, on a dit que c'était peut-être pas une bonne idée, sauf si on avait un angle de vue qui serait similaire à ce que toi tu vois. Est-ce qu'il y a, pour continuer à progresser, est-ce que la notion de tutorat existe chez vous, les arbitres, ou de coaching? Alors, ce que j'ai commencé au tout début, il y a une dizaine d'années chez les filles, c'est qu'effectivement, il y avait du tutorat parce que je suivais beaucoup le championnat féminin. En France, tu parles du coup? En France. Ouais. Sauf qu'après, j'ai dû, qui dit évoluer, il faut aller sur les autres championnats. Oui. Et donc, je ne peux pas que rester sur le championnat féminin. Et donc, le tutorat, c'est un peu perdu. Mais finalement, Aline a repris il y a 2 ans déjà le tutorat chez les filles. C'est très compliqué en France puisque je suis la seule internationale à l'heure actuelle active. Oui. Et qu'il y a très peu de monde qui s'investit. Et que quand on demande à l'international, bah, t'as toujours pas. Vous êtes un gros pays, kayak polo. T'as toujours pas d'arbitre. Bah oui, mes meilleurs arbitres, ils jouent en équipe nationale. Ouais. Donc, et j'ai pas d'autres arbitres à côté. Et vous en inter, est-ce qu'il y a Et en cette inter, notion-là? donc en inter, c'est le même fonctionnement que chez nous en France, c'est-à-dire qu'il y a des lettres ABC. Ouais. Et sur chaque championnat d'Europe, chaque championnat du monde, il y a des managers, donc au nombre de 2 ou 3. Les managers, ils regardent tous les matchs, quel que soit notre grade, donc A, B ou C, et on est censé avoir des retours. Je dis censé parce que moi qui suis hyper perfectionniste, quand on me dit bah ouais mais toi on va pas te regarder, il n'y a rien à dire. Bah si, parce que même quand tu es A et même dans le top 4, 5 ou 3, il y a toujours des trucs à dire, quoi.
Parce que sinon, on régresse à un moment donné. Et même des trucs que j'aurais pas vus, ou des trucs où j'étais mal placée, ou des trucs, peu importe quoi. Et même des trucs positifs, parce que finalement, le positif, je l'ai pas non plus. Bah ouais, c'est dur. C'est, de dire ça. voilà, donc si j'ai le négatif en pleine tête quand les Ça, joueurs ils me le pas de disent, souci. mais finalement, voilà. Donc c'est un peu. Pour les A, ils les oublient un peu parce qu'ils se préoccupent plus des B et C qui sont à la limite, et que comme c'est que des gros matchs de plus en plus sur les championnats d'Europe et du monde, Ok. bah, ils se focalisent plus sur eux en leur donnant pas mal de feedback à l'issue de chaque match pour pouvoir évoluer. Et en fait, sur un championnat du monde ou championnat d'Europe, il faut se dire qu'à partir, en fait, les premiers groupes d'arbitres, c'est un peu comme vous quand vous êtes dans un groupe avec les autres nations. Nous, on a un groupe d'arbitres sur chaque pôle. Donc moi, par exemple, j'ai pas le droit d'arbitrer la poule des Français, Oui. quelles que soient les divisions. Donc c'est hyper compliqué pour eux de voir, pour pas qu'il y ait été croisement et donc Oui. que je puisse pas arbitrer. Et ils font ça pour chaque arbitre. Donc il y a un pourcentage de A, un pourcentage de B, un pourcentage de C. Et au bout de 2 jours, ils font un briefing et on augmente. Au quart de finale, ça sera déjà les meilleurs qu'ils ont vu des groupes. En demi-finale, ils prendront les meilleurs des quarts de finale. Et ils mettent en finale que les meilleurs des demi-finales. Okay. C'est comme ça en fait. Et si ça progresse, et si les meilleurs c'est les B et C, bah, ils changeront de grade à la fin des championnats d'Europe ou du monde. Et si c'est toujours les mêmes, ils gardent toujours les mêmes, parce que si c'est les mêmes qui sont en forme sur tout le championnat, ils gardent les mêmes sur tout le championnat. Ok, merci pour ces explications, parce que c'était la question que j'allais te poser. Donc c'est chouette. Et du coup, en France, on a la même logique, ABC, et on progresse. On demande à quelqu'un de nous regarder. Suite, par exemple, mettons, je suis arbitre C, moi, et j'ai envie de passer au B. Je te demande, ou je demande à quelqu'un qui me Alors, regarde. pour passer de NAT C à B, Ouais, tu peux demander à des NAT B ou A. ok, Tu n'as pas le droit de demander à des NAT C de te oui, valider en NAT B. c'est plutôt logique. C'est plutôt logique, mais j'ai quand même des retours de NAT C qui évaluent des NAT pour Ok. passer en NAT B. Donc c'est logique, mais pas pour tout le monde. Donc c'est toujours 2 évaluations, donc du grade supérieur, donc de quelqu'un qui a un grade supérieur. Pour passer NAT A, il y en a de moins en moins NAT A, parce que à l'issue du Covid, où j'ai eu du temps, j'ai fait un écrémage, comme j'ai dit, au fur et à mesure. Ouais. Et donc tous ceux à l'heure actuelle ont un grade qui sont à leur niveau, plus ou moins. Okay. Sauf peut-être des B qui peuvent passer A ou des C qui peuvent passer B. Mais à l'heure actuelle, j'avais fait un écrémage de tous ceux qui soit n'arbitraient plus, soit n'avaient pas assez d'arbitrage, ou soit n'étaient plus licenciés. Donc voilà. J'ai revu entre deux des gens pour les réévaluer et pour passer le grade. Et voilà. Et si vous voulez passer d'un grade à l'autre, il suffit de demander. Ok, très bien. On va passer à un autre petit thème. Là, on a vu du coup la carrière sportive, l'arbitrage. Si je résume, en arbitrage, tu es dans la même logique qu'une sportive de haut niveau. Tu es exigeante, tu es perfectionniste, tu t'entraînes, tu progresses, tu es investi parce que tu aimes ça. Et ta motivation profonde, c'est parce que c'est venu naturellement en fait. C'est un chemin naturel, c'est pas une ambition d'être, je sais pas, de continuer à être au haut niveau, ça pourrait être le cas. Peut-être, c'est les deux, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation que c'est venu naturellement. Oui, oui. Tu t'es pas dit, si je peux rebondir, par exemple, c'est que effectivement, c'était naturel, parce que pour moi, ça a toujours été indissociable, arbitrer et jouer. Parce que de toute façon, il y avait déjà très peu d'arbitres non-joueurs sur le terrain quand j'ai commencé en 99. Et quand j'ai arrêté, athlète de haut niveau, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai pas réussi à avoir, et cette motivation-là, c'est-à-dire être championne d'Europe, championne du monde, je vais aller le chercher tout seul en tant qu'arbitre. C'est-à-dire, moi, ma priorité, c'est aussi d'avoir de l'expérience et d'aller chercher les finales. Donc, et pour aller chercher les finales, il faut s'entraîner, et il faut de plus en plus avoir de l'expérience et toucher le top. Si les Français et les Françaises ne sont pas en finale. Si les Français. Parce que je connais Thierry Buisson, TND, et lui, quand j'étais en U21, il me disait souvent ça, c'est dur parce que vous êtes souvent en finale, du coup je peux pas arbitrer les finales. Et du coup, depuis 2014, j'ai quand même fait une finale des championnats du monde ou d'Europe tous les ans. Ouais, trop bien. Voire plusieurs. Donc tu es plutôt dans le
Voilà, dans ça. Il n'y a toujours pas les 4 collectifs, plus ou moins, sauf à la dernière CACUP. Ouais, ça fait du bien de retrouver ça, petite parenthèse. Non, mais ouais, bravo. En tout cas, bravo pour cet investissement Merci. sur plein de sujets. Et on va aborder un autre sujet, parce que je crois qu'au sein de la Fédé, tu es plus qu'une arbitre internationale ou arbitre. Parce que tu es coprésidente aussi, et je crois que tu as un petit rôle au sein de la Fédé. Tu peux nous en parler de ça? Alors, en fait, l'ancien président, Nemo, Mm. en 2018, voire 2017, même avant, ouais. Le président de la CNA, de la Commission nationale. L'ancien président de la CNE, donc Commission nationale kayak polo, était venu voir si je voulais intégrer la CNE. Déjà pour intégrer des femmes et voilà, parce qu'il manquait aussi du monde à la CNE. Et j'avais dit, ben non, en fait, comme je veux me spécialiser, enfin, j'étais déjà investie depuis 4 ans dans l'arbitrage interne, mais comme je veux poursuivre ma carrière internationale, j'arriverai pas à corréler les deux. Et quand je m'investis à fond. Ouais. Donc je savais que si je m'investissais, malheureusement, ça allait être à fond. Donc au début, je lui avais dit oui, mais du coup, je m'occupe que de l'arbitrage. Enfin, que des évaluations et tout. Bon, finalement, ça a été les évaluations. Finalement, je me suis dit, mais en fait, le règlement, il n'est pas à jour. Donc, il va falloir réécrire le règlement. Donc, voilà, j'ai réécrit le règlement. Après, bon, voilà, c'était boule de neige. Et finalement, bah, quand je m'investis, c'était à fond, donc je me suis investie à fond. Et puis, bah, quand il est parti, je me suis dit, bah, on ne peut pas laisser la CNO sans président pendant, ça faisait déjà 1 an, quoi. Ouais. Après, j'ai été tannée par certains. Ouais. Tu te souviens? Moi. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas laisser quand même. Et puis, il n'y avait personne finalement pour reprendre. Donc, et je me suis dit, bah oui, mais par contre, et je leur dis, c'est que pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui décide. C'est vraiment un partage de connaissances, de compétences et de décisionnaires. Et du coup, je m'occupe pas, et je le dis régulièrement, après ça peut paraître bizarre, mais par exemple, si c'est de la programmation, je ne vais pas m'occuper de la programmation alors que j'y connais rien. Donc c'est pas moi qui paye. Oui, effectivement, l'arbitrage c'est moi, donc c'est à moi qu'il faut demander et personne d'autre, j'ai envie de dire. Tout ce qui est disciplinaire, c'est plus nous. Enfin, on a chacun des compétences différentes et vraiment s'orienter vers les bonnes personnes pour déjà avoir la bonne réponse et qu'on ait des compétences variées et partagées. Bah, c'est un fonctionnement d'équipe. Hein. Ouais. C'est comme sur le terrain. Voilà. Chacun sa responsabilité. Et de temps en temps, il y a quand même un petit chef d'orchestre dont tu fais partie sur certains fonctionnements. Et puis, je crois que tu as un lien aussi avec donc, la fédération. Il y a la CNA, mais il n'y a pas que ça. Il y a le COMEX maintenant, il y a d'autres instituts. Alors, avant, j'étais au Conseil fédéral. Oui. Donc, les 4 dernières années. Là, je suis plus rien. Ils veulent me rattacher à la Commission nationale des juges et des arbitres, qui ne fonctionne pas finalement depuis 6 mois. Donc, on verra comment. Enfin, il y a des personnes présentes, mais il n'y a pas vraiment d'activité. Donc, on verra comment ça fonctionne. Et je veux surtout pas que le kayak polo il soit oublié. Ouais. Donc, et au niveau international, je crois que tu as un petit truc aussi. 2 petits trucs. 2 petits trucs. Du coup, depuis novembre 2023, je suis à l'ECA, donc au comité ECA. En fait, avant, l'ECA était dirigé que par un technical delegate. Donc, en gros, c'était un président, on va dire vulgairement, un président pour le canoë-kayak, pour le kayak polo européen, mais qui décidait tout seul, puisqu'il était tout seul. Au moins, il n'y avait pas de conflit. Voilà, il n'y avait pas de conflit. Et depuis l'arrivée de Jean, ancien président, donc Jean Zungrada à la tête de l'ECA en septembre 2023, en fait, il a décidé de créer des comités dans chaque discipline. Et donc maintenant, il y a un comité kayak polo. Donc depuis novembre 2023, on est en plus le technical delegate plus 4 référents. Okay. Donc je suis dans les 4 référents pour l'ECA, pour la Commission européenne du coup. Et à l'international. Parce que c'est pas international, ça. Si, mais du coup, à l'ICF. À l'ICF, au niveau mondial, du coup. Du coup, comme j'ai participé aux Jeux Olympiques, pendant les JO, on m'a proposé, vu que c'était la fin de l'Olympiade et qu'ils recherchaient à l'ICF du monde pour le kayak, enfin pour toutes les disciplines, on m'a dit, mais tu voulais pas postuler à l'ICF? Et ben si, mais pas tout de suite en fait. Parce que j'ai quand même pas mal de casquettes. Bah oui, mais là, en fait, il n'y a personne, donc c'est maintenant ou jamais. Ah, ok.
bah, je vais voir, mais bon, s'il y a du monde, c'est bien, quoi. Bon, finalement, voilà, j'ai été élue. Ok. Avec, Félicitations du coup. merci. Et avec la casquette, parce que du coup, ils ont bien rigolé à l'ICF, parce qu'ils étaient super contents que j'arrive. Et du coup, avec la casquette ils voulaient mettre chef des arbitres à l'ICF, ce que je ne conçois pas parce que j'aime pas, comme j'arbitre encore énormément, je trouve qu'un chef ICF, c'est plutôt un manager et donc quelqu'un qui est extérieur et qui gère l'ensemble des arbitres. Ce qu'ils ont compris parce que voilà. Du coup, ils m'ont nommé leader des arbitres ICF et non pas chef des arbitres. C'est juste le mot qui change. Et la fonction, Ils ont du bien coup, rigolé. qu'est-ce que tu fais? La fonction, c'est que du coup, je mets en place toutes les formations et les documents, tout ce qui Ok. concerne l'arbitrage sur l'ICF. Ok. Et par exemple, tous les nouveaux documents d'interprétation, c'est moi qui les mets en place aussi. Très bien. Donc là, une casquette, un grand écart sur plein de choses, quoi. Ouais. Ça marche. Est-ce que maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ton parcours au sein du kayak polo, là, depuis tu as commencé le kayak avant que je sois né, ça te donne un petit coup de vieux comme ça, 91, moi qui suis en 92, et aujourd'hui, ça m'intéresserait d'avoir un peu ton regard sur l'évolution de ce sport. Alors tu choisis le biais, enfin le prisme que tu veux, mais qu'est-ce que tu peux retenir de ces années d'évolution? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Alors, à l'international, je pense qu'on est très proche, par exemple, d'atteindre les JO. Le problème, c'est qu'on a deux disciplines phares aux JO et que si on intégrait, faudrait qu'il y en ait une des deux qui parte. Et comme ça fait une centaine d'années que les deux y sont, c'est compliqué qu'il y en ait une des deux qui parte. Donc, je pense que voilà, on sera toujours en porte-à-faux avec ça. Il y a énormément d'évolutions au niveau de l'international parce qu'il y a de plus en plus de nations représentées, quels que soient les continents. Par exemple, j'ai été faire une formation en 99 en Afrique du Sud, en 2019, en Afrique du Sud, pour justement redévelopper et dynamiser l'arbitrage et les championnats d'Afrique. C'est vraiment des petits pays qui commencent à se développer. L'Asie, qu'on rigolait quand ils venaient il y a 15 ans, et finalement là on a plus peur quand ils arrivent, quoi. Parce que finalement les Asiatiques sont quand même présents sur les prochains World Games où il n'y a que 8 équipes. C'est les 8 équipes, les 8 meilleures des derniers championnats du monde, où on a quand même les Iraniennes qui sont dans les 8 équipes, et côté garçons c'est pareil. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'enjeux, en fait, quels que soient les continents. Et c'est pas que l'Europe maintenant, même si on reste encore au-dessus, je pense. Mais il y a les autres continents, ils sont. Et Au niveau français, excuse-moi, je te coupe parce que je reste sur le niveau international. Alors moi, j'ai pas mal aussi été proche du slalom, de la discipline du slalom. Et il y a un programme ICF de développement de cette activité à l'international. Je sais pas si ça existe en kayak polo. si, ça existe. Ça existe. Et c'est mené par qui, ça? Tu saurais? Greg, C'est Greg? en fait, pour le développement, par exemple, en Afrique, Ouais. c'est lui qui m'a. J'étais pas encore à l'ICF. Ouais. C'est lui qui m'a demandé. On a un projet de développement pour l'Afrique du Sud. Ok. Ils veulent faire leur championnat en Afrique, mais ils sont pas beaucoup. Est-ce que tu veux bien te déplacer pour participer au championnat et pour organiser une session d'entraînement pour les coachs et pour les arbitres? Et donc, c'est de là. Et ça se fait régulièrement ou pas du tout? Ouais, ça se fait régulièrement. Au moins une fois par an. Là, par exemple, sur les Panaméricains au mois d'août, on envoie 2 arbitres pour gérer ces championnats-là. Et il n'y a pas cette notion d'entraîneur? Si, avec Mario, qui fait partie de l'ICF. Oui. Et lui, il gère toute la fonction entraîneur. Et donc, il a créé plein de mini-vidéos par rapport au championnat du monde qu'il utilise et qu'il a envoyé. Enfin, là, c'est encore en création. Ouais. Mais il va utiliser pour faire un training course, ce qu'on dit à l'ICF, pour les coachs en développement. Ouais. Ah, trop bien, je ne savais pas, tu vois. Si. Moi, je me rapproche aussi. En fait, à l'ICF, on a aussi, un peu comme à la CNA, où je veux chacun des compétences particulières. Mario, il est spécifique tout ce qui est coaching. Donc à l'ICF, Mario, il vient d'Espagne. Ouais. Et c'est lui qui, donc sur chaque championnat du monde, il va voir différents pays et différents coachs
où il récupère. D'ailleurs, il y a des Français dans certaines vidéos parce que je les ai vus en février. Donc je pense qu'il avait parlé avec certaines personnes. Et où il récupère des manières de coacher. Voilà. Ok, très bien. C'est super. Et qui transmet aux différents pays. Très bien. Du coup, je t'ai coupé en pleine phrase. Tu allais dire et en France, l'évolution du kayak polo. Bah, c'est toujours compliqué, je trouve. Enfin, par exemple, j'ai l'impression que moi, quand j'ai démarré, il y avait aussi des divisions 2 chez les filles. Finalement, là, cette année, il n'y en a quasiment plus. On est reparti à une division. Enfin, le développement féminin il est assez compliqué parce qu'on perd toujours, on a du mal quand même à garder cette division 2 et à faire évoluer cette division 2 pour qu'il y ait vraiment un intérêt de passer en division 1 et pas que ce soit que du développement. Chez les garçons, je trouve que c'est plus homogène, quelles que soient les divisions. Le retour, c'est que je me bats toujours au niveau de comment on est perçu à l'extérieur, avec des problèmes de comportement ou concernant l'arbitrage. Voilà, le fait que finalement, en 30 ans de carrière, il n'y a toujours pas d'arbitres extérieurs qui veulent se déplacer. Et je suis la seule hors joueur qui se déplace sur les championnats. Ouais. Donc c'est compliqué, quoi. Et tu sais qu'en slalom, pardon, je te coupe, mais pour revenir là-dessus, et après, en slalom, ils ont imposé des juges. Si tu te déplaces à plus de 3 compétiteurs, ou 4, je sais plus, tu es obligé d'avoir un juge qui est non-joueur, enfin non-athlète. Et ça va nous pendonner si on continue à avoir des problèmes de comportement comme on a aujourd'hui, et qu'on n'évolue pas notre posture. Un jour, on va, quand je dis on, c'est la Fédé, c'est le niveau national, on va peut-être évoluer et imposer ça. Qu'est-ce que tu en penses toi, de tout ça, si on imposait ça? On arrive à le faire chez les U15, U18, parce que finalement, ils viennent toujours avec un adulte et c'est l'adulte qui quasiment arbitre à chaque fois. Oui. Donc, s'il faut imposer ça sur les seniors, on le fera. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on peut... Enfin, il y a aussi cette culture qui fait que c'est jamais la faute des joueurs, c'est toujours la faute des arbitres. Sauf que on se pose... Enfin, certains joueurs ne se posent jamais la question de jouer avec l'arbitrage. Je veux dire, effectivement, il y a des comportements, il y a des attitudes d'arbitre ou des arbitres qui sont plus pointilleux sur certains trucs. Et il faut jouer avec. Je connais il y a certains pays, et j'en rigole parce qu'ils m'ont fait rire la dernière fois. Ils me disent, voilà, Virginie elle arbitre de telle manière, donc on doit faire attention à telle manière. Mais en fait, ils me disent jamais rien sur le bord du terrain parce qu'ils savent comment j'arbitre et ils savent que je vais arbitrer comme ça. Donc ils vont rien me dire parce que c'est ma manière d'arbitrer, c'est pas le fait que je les aime pas ou que j'arbitre mal, c'est mon style d'arbitrage. On fait un parallèle avec les joueurs, c'est la même chose. Ils ont des styles de jeu. Oui, comme des styles de jeu, et plus on arbitre certains joueurs, et moi plus je connais certaines joueurs ou joueuses, c'est exactement la même chose. Quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète et que j'ai commencé arbitre, certaines athlètes contre qui je jouais, je connaissais par cœur. S'il y a des filles qui tournaient leur tête, je savais qu'elles allaient shooter. Sauf que moi, je les attendais en tant qu'arbitre, je les attendais. Je savais que fallait que je fasse attention parce que peut-être elle allait soit se recevoir une faute. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Sur cette notion, moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner un peu avec le U21 et je te questionne de temps en temps là-dessus. Et on l'a eu le cas aussi avec, si je prends une anecdote, championnat du monde en Chine l'an passé, le match contre les Anglais. L'arbitrage première mi-temps par rapport à nos styles de jeu nous sifflait toutes les fautes de pagaie et ça nous a perturbé énormément. Donc on a pris des cartons, des machins, et à la mi-temps on s'est adapté, on a changé de jeu, on a essayé de s'adapter à cet arbitrage et si j'avais été meilleur j'aurais pu anticiper, mais moi je suis pas encore assez bon, j'ai pas le temps encore de faire ce que fait d'autres nations avec toi, de dire voilà j'analyse les arbitres et je me dis tiens lui il arbitre comme ça, j'ai pas le temps, honnêtement je prends pas le temps en tout cas, peut-être que ce sera l'étape supérieure, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme les joueurs, on a des qualités et des défauts, on a des personnalités, et les arbitres, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et il y a des niveaux différents, sinon on ne serait pas A, B ou C. Ouais, et en fonction des continents et des nations, certains sont plus pointilleux. Alors, malgré le fait qu'on essaye d'être homogène, quand on est sur un championnat du monde, on fait tous les jours des réunions en disant non, toi, tu as arbitré trop sévèrement sur des fautes à la pagaie qui n'avaient pas lieu d'être.
Il y a pas de faute à la pagaie où tu les siffles. Ouais. Il faut changer ton comportement d'arbitrage. Bah, c'est exactement la même chose. Quand les joueurs, il y a certains joueurs Tout à fait. voilà, qui font que des fautes, les coachs ils sont là pour leur dire bon t'arrêtes, sinon Tout à fait. c'est à cause de toi qu'on se prend les Ouais. cartons, quoi. Bah, nous c'est pareil, on a le manager qui régule. Donc Non, mais ça, c'est chouette. Parce qu'il faut vraiment, par contre, que. Ben, moi, j'essaie vraiment d'avoir ce discours-là, mais je pense que tu es d'accord avec ça. C'est que chacun a son rôle. Et je vois pas. Aujourd'hui, j'ai pas vu un arbitre dire à un coach, bah là, t'as mal coaché. Là, tu coaches mal. Mm. Donc, franchement, tu devrais faire ça. Mm. En plein match. Et j'ai encore moins vu un arbitre dire à un joueur, bah là, quand même, ton tir, il était pas terrible, hein. Et par contre, l'inverse, on le voit tout le temps. Alors que des coachs, ils s'exclament un petit peu, bah oui, ok. Et encore même, je devrais pas dire ok. Mais qu'un joueur se permet de commenter l'arbitrage durant le match, Mm. bah ça, il faut qu'on abolisse ça. Parce que ça met de la pression négative sur tout le monde, Mm. quoi. Et et ça changera rien. et ça change. Bah, voire même pire. Oui, Ça, peut-être ça va empirer, mais dans tous les cas, enfin, si l'arbitre il est bien dans ses baskets, ça va pas lui changer grand chose. Ouais. grand chose. Et s'il est pas bien dans ses baskets, ça peut vraiment le faire couler. Et Ouais. c'est un peu comme les joueurs, hein. Si moi j'engueule un joueur durant le match, je pense pas qu'il va avoir une Mm. réaction très positive si j'engueule tout le temps. Ouais. Mm. Enfin, bref, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à le dire quand même, à échanger là-dessus. Je pense que ça fait un petit moment qu'on discute, j'ai pas de montre moi volontairement, je sais pas combien de temps. Et est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais vraiment aborder? On a fait bien le Ouais. tour, hein. Ouais, on a eu pas mal d'échanges. Mais... Si c'est pour clôturer, Bah ouais, on va dans pas longtemps on va clôturer, mais il y aura un mot de fin. je dirais qu'il faut toujours. Il y a des choses qu'on pense rêver et qu'on se dit, bah, jamais, c'est que un rêve en fait, j'arriverai jamais à atteindre. Et enfin, c'est pas vrai. Des petits exemples, si je reviens sur 2002, enfin 2001, où on me dit, on ne sait pas ce que tu as, mais finalement, bah, je l'ai toujours, hein. J'ai une maladie avec un énorme traitement, avec injection, et voilà. Et on m'a dit en 2002, t'arrêtes le STAPS parce que j'étais partie pour être prof de PS, Ah oui. tu seras plus en équipe de France, donc à l'âge de 19 ans, tu feras plus de sport et dans un an, t'es en chaise roulante. Bon, bah là, tu dis, soit je change de médecin, soit je suis en chaise roulante dans un an. J'ai changé de médecin, j'ai toujours eu un énorme caractère et je pense que j'étais battante. Et avec mes traitements, ça marche très bien et j'ai su réaliser toute ma carrière. Il faut tout, enfin, pareil, les JO, donc je participe aux JO l'année dernière en course en ligne. Pourquoi? Mais jamais j'aurais pu prétendre aux JO. Je fais pas de la course en ligne. Mais parce que je suis dans le top 3 mondial kayak polo et qu'on m'a dit, ben, du coup, tu as le tronc commun. Du coup, il suffit juste de passer la pratique. Tu viens sur une Coupe du Monde un an avant les JO. On te fait passer la pratique et tu iras aux JO, quoi. Bah ouais, mais jamais j'aurais pu penser, quoi. Donc c'est un rêve, voilà, enfin, des trucs irréalisables. Aller à l'ICF, maintenant, j'aurais jamais pu penser. J'ai toujours dit que je parlais l'anglais comme une vache espagnole. Alors ils rigolent bien parce qu'ils comprennent tous. Parce que l'une des premières fois où je vais à l'ICF, je dis, ben, vous me prenez, mais des fois, c'est vrai que l'anglais, enfin, sur des discussions précises ou particulières, c'est assez compliqué. Mais je dis, vous inquiétez pas, si j'ai un truc à dire, je vais trouver les mots et vous allez me comprendre. Bon, ils ont bien rigolé, ils ont dit, bah, on prend. Ouais, mais c'est chouette. C'est chouette de dire Donc, ça. Non, mais c'est chouette de partager ça parce que effectivement, parce que on peut peut-être se mettre des barrières ou se dire ah, c'est impossible. Et là, on a un bel exemple sur deux faits de vie et dont un qui est important. Un médecin qui dit que tu es en fauteuil roulant dans un an et aujourd'hui tu marches très bien, même tu cours ouais. au bord des bassins. Donc non, merci. Et après, il y a toujours des trucs négatifs. Tout le monde a vu la demi-finale en 2022 à Saint-Omer où j'arbitre le Espagne-Italie en demi-finale. Ouais. Que tout le monde pense que c'est une erreur d'arbitrage. Et non, c'est écrit dans le règlement international que c'était pas une erreur d'arbitrage, que la table de marque a fait correctement son boulot. Effectivement, depuis, ils ont changé le règlement parce que effectivement, bah, dans le règlement, c'était écrit comme ça, donc c'était pas une erreur d'arbitrage. Que Lucas me dit que j'ai bien fait mon show, donc Lucas, le capitaine italien, et que ma carrière est terminée. Et je lui ai dit, je ne pense pas. Et donc, effectivement, je ne pense pas parce que ça fait 2 ans que j'arbitre encore, enfin 3 ans, et que lui a arrêté pas. Oui. Donc, ouais. Et ça, c'est aussi ton trait de caractère de battante. ouais. Mais c'est très bien. C'est très bien. Après,
Lucas, je sais pas ce qui, au moment, c'était l'émotion, je sais pas quoi. C'est dur aussi, hein. Notre sport, on est un sport de passionnés, hein, toi Mm. comme moi, et les Mais joueurs aussi. et à l'inverse, hein, il y a la plupart des Italiens qui viennent. Alors que c'est compliqué avec l'Italie parce qu'il y a quand même une différence de culture. Ouais. Je pense Tout à fait. à travers le sport, même avec les filles, c'est exactement la même chose. Et ben il y a la plupart des Italiens qui viennent qui se sont excusés. Ok. Après, il y en a quand même 2-3 qui restent sur c'est toi, on a perdu à Ouais. cause de toi. Ouais. Ça peut être que l'arbitrage. Là, c'est facile de rejeter la faute sur l'autre. Donc voilà. Quand on perd un match, c'est facile de dire que c'était de la faute de l'arbitrage. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager? Non, ça va. Je vais te poser une question que je n'ai pas encore posée aux deux derniers. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe Oh. en français, s'il te plaît? Parce que moi, je parle encore pas très bien anglais. Alors moi, mon mentor est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé aussi. Alors, j'ai 2 personnes qui m'ont beaucoup poussé. Dans le kayak, c'est Isabelle Bonneau, qui n'est pas là d'ailleurs, je pensais que c'était elle. Donc elle a été coach pour l'équipe de France. Ok. Elle jouait à Saint-Omer. On est restés amis, on a énormément d'écart, qui elle est plus âgée. Mais elle a été coach de l'équipe de France, elle a été 15 ans championne de France, elle a été, je pense, 20 ans en équipe de France, parce qu'elle a commencé en 91 ou 12 en équipe de France. Et en fait, je pense qu'elle a vraiment commencé les belles années de l'équipe de France féminine. Et au niveau arbitrage, c'est Thierry Noël Dubuisson, Oui. qui, en fait, dès le départ, m'a toujours soutenue, en fait. Et donc, j'ai pu évoluer rapidement parce que j'ai eu les bonnes bases, en fait. Il était déjà reconnu à l'international, mais comme Isabelle était reconnue à l'international en tant que joueuse, et donc dès le départ, si on a les bonnes bases, Ouais. et que les deux étaient respectés, elle en tant que joueuse et lui en tant qu'arbitre, et donc voilà. Voilà. Très bien. Bah, je note. TND, j'avais dans le viseur, j'ai déjà parlé un peu. Mais ok, je note tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Virginie, Merci. pour tout ce que tu fais déjà pour Kayak Polo, pour cet échange qui était fort sympathique. J'ai appris plein de trucs. Et voilà, c'est la fin de cet échange passionnant avec Nini. Un grand merci à elle pour sa générosité, son humour et sa façon si naturelle de nous embarquer dans son parcours. On a parlé de 16 années en équipe de France, de moments forts, parfois inattendus, comme cette interdiction de jouer juste avant les mondiaux, ou ce message inoubliable de Jenny Cole. On a aussi exploré l'envers du décor, le mental, l'arbitrage, l'évolution d'une athlète vers une femme engagée, reconnue aujourd'hui parmi les meilleurs arbitres internationaux et coprésidente d'une instance nationale. Mais ce que je retiens surtout, c'est sa passion, son authenticité et sa volonté de transmettre. Virginie, c'est le genre de parcours qui montre à une nouvelle génération, filles comme garçons, que le sport peut être une école de la vie, de résilience et de responsabilité. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout n'oubliez pas, ce genre de parcours mérite d'être entendu. A très vite pour un nouvel épisode.